Bonjour, bonjour, bienvenue dans les chroniques d'une campagnarde au Japon. Vous êtes sur Radio Dragon, 104.4 et 96.8. Dans ce 9e épisode, je voulais vous parler d'art. L'art, c'est vaste. Et surtout, c'est pas réellement objectif. On définit par le mot art tout ce que l'on veut. Et justement, j'ai choisi d'appeler cet épisode Ato, c'est-à-dire l'art en général en japonais. Parce qu'en réalité, il y a un mot japonais pour chaque type d'art, selon que c'est de l'art occidental, ancien, manuel, etc. Et moi, je veux parler de l'art en général, car après tout, qu'est-ce qui n'est pas de l'art, surtout au Japon ? On va commencer par les arts traditionnels, mais on abordera aussi les arts plus modernes, qui sont parfois méconnus, mais tout aussi intéressants et variés. Le théâtre japonais existe sous plusieurs formes. Je vais citer les 3 formes les plus connues, parce que les subtilités des autres, je ne suis pas super au courant des subtilités des pièces classiques en France, alors au Japon, si parfois vous avez du mal à comprendre Molière, imaginez juste le japonais à la même époque. C'est pas la langue la plus facile du monde à comprendre, je vais pas vous le cacher. On commence avec le no. C'est un art dramatique dédié aux dieux, apparu au XIVe siècle. Les costumes sont dorés et les acteurs portent des masques complètement effrayants. Le plus connu est un masque blanc avec juste des cheveux sur le dessus et une bouche rouge. On tourne souvent sur les mêmes personnages, le vieux, le démon, la jeune fille. On comprend très vite qui sont les méchants et les gentils. Et sur les masques, il y a très peu d'expressions différentes, que ce soit le masque de la jeune et jolie fille, soit la fille jalouse, soit la mère inquiète, ça laisse assez peu de place à l'imagination. Ce que j'aime bien dans le no, c'est le décor. La scène de no obéit à des normes très strictes, ce qui est assez impressionnant. Elle ressemble à un temple, mais est en intérieur, donc tout de bois peint. En général, ce sont des pins peints. Donc en fond, ce sont des pins japonais, la scène est codifiée et le décor n'a jamais bougé depuis 1700. D'ailleurs, en 2008, le no est rentré au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et le no, c'est très très lent. Ça vient pas du tout du fait que je suis jeune et que je supporte rien qui ne soit pas en accéléré. Non, c'est un constat. Le no, c'est lent. La musique est stridente et la voix est monocorde. Mais sinon, pour être tout à fait honnête, le no, c'est des phases de 1 heure où il ne se passe rien. Après, il y a changement de posture. Et là, tu as de l'espoir qu'il se passe des choses. Et non, c'est reparti pour 1 heure de rien, mais dans une autre posture. Donc pour être tout à fait honnête, il y a 5 actes, entrecoupés de 3 interludes, donc ce qui fait une durée d'à peu près 8 heures pour une pièce. Mais heureusement, ils ont simplifié cela aujourd'hui, on enlève les interludes et une pièce peut seulement faire entre 2 et 3 heures. Et c'est surtout que ça correspond à un registre de pièces fixes, donc les Japonais les connaissent à force. C'est comme regarder 20 fois Roméo et Juliette, je pense qu'on commence à comprendre l'intrigue. Mais quand, comme moi, vous ne comprenez pas la pièce, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué et beaucoup moins digeste. Bilan, j'ai déjà vu un spectacle de no, c'est très long, donc je passe au kabuki. C'est mon théâtre préféré. Les costumes et les maquillages sont tout simplement incroyables. D'ailleurs, ça fait partie du théâtre épique. Tout y est plus spectaculaire. Tout est toujours, bien sûr, très codifié. Le kabuki est apparu au XVIIe siècle, c'est donc relativement récent, ça n'a rien d'ancestral, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Comme toute forme de théâtre japonais, il a un style de musique bien spécifique accompagnant la pièce, composé avec du shamisen, des percussions et du chant. À l'origine, c'est un théâtre inventé par les courtisanes, puis elles se sont fait voler le concept, parce qu'à partir de 1629, en raison de leurs mœurs légères et facilement marchandables, elles sont interdites de scène. C'est pour ça qu'à partir de là, traditionnellement, les rôles de femmes ne sont tenus que par des hommes. Les hommes spécialisés dans les rôles de femmes sont appelés onnagata, pour forme de femme. Bien souvent, ils sont très connus, quasi divinisés, et c'est un art qui se transmet de père en fils. Il n'y a rien de honteux ou de déshonorant pour un acteur de kabuki de jouer des femmes. Au contraire, c'est une preuve de finesse d'esprit, de raffinement. Ça se rapproche vraiment du transformisme. Contrairement au théâtre no qui se joue masqué, les acteurs de kabuki portent de longues perruques et ont le visage entièrement maquillé avec des traits rouges et noirs sur fond pâle, ce qui rend le costume particulièrement impressionnant. Et ça permet aussi de reconnaître, au premier coup d'œil, parce que là encore, les styles de personnages sont très codifiés. Le héros masculin, la femme, le méchant masculin dans la plupart du temps. Ce qui est aussi nouveau par rapport au théâtre no, c'est le dispositif scénique, avec des trappes, des décors rotatifs, des sortes d'effets spéciaux qui captivent l'audience, et surtout une scène qui s'avance jusqu'au milieu du public. Apparemment, le public est habitué, selon les régions, à des pièces différentes. Pour vous donner une idée des sujets traités, le public de Kyoto aimait bien les pièces où les hommes riches s'éprenaient de prostituées,
Le public d'Osaka aimait bien les pièces avec des samouraïs indignes, avec des faits divers, et la population de Edo aimait bien les pièces où le héros remettait tout le monde dans le droit chemin. Le sujet des pièces kabuki est le plus souvent des faits historiques. Le kabuki est à la fois un art de costume, de musique, de texte et de danse. Il existe plus de 300 pièces différentes. Elles peuvent être tirées de scènes historiques, de drames ou des histoires autour de personnages héroïques. Le troisième type de théâtre est le bunraku. Je l'ai choisi parce qu'il est très différent des deux autres. Il date du XVIIe siècle lui aussi et c'est un théâtre de marionnettes. C'est un récitant qui chante tous les rôles et un joueur de shamisen. Il faut au moins 3 personnes pour manipuler une seule marionnette. Parce qu'elles font entre 1m20 et 1m50 et qu'elles sont très lourdes. Ces personnes sont visibles mais portent des costumes traditionnels noirs. Et en fonction de leur connaissance, elles manipulent la tête et le bras droit pour les professionnels, le bras gauche pour quelqu'un d'un peu moins expérimenté, et le novice s'occupe des pieds de la marionnette, et ça requiert beaucoup d'agilité et bien sûr de coordination pour avoir un résultat réaliste. Il y a un petit côté flippant quand on sait que la marionnette peut bouger les yeux, les paupières et même les sourcils. Et comme pour les autres théâtres, on retrouve ces catégories de personnages, la femme riche, l'homme pauvre, etc. Parfois, une même marionnette est utilisée pour plusieurs rôles, il suffit de changer les vêtements et la perruque, et même la peinture qui lui sert de maquillage. Ça, c'était pour le théâtre traditionnel. Mais rien n'a jamais empêché les Japonais de faire du théâtre occidental ou moderne. À Tokyo, on peut tout à fait voir des pièces de Shakespeare ou de Beckett. Tokyo est d'ailleurs une des villes au monde avec le plus de pièces par an, environ 3000. Je vous ai dit que le théâtre était seulement masculin, et bien depuis quelques années, il y a une troupe qui s'appelle Tarakazuka Review, qui font du théâtre seulement féminin, où seules les femmes sont autorisées à jouer. Les rôles d'hommes sont donc joués par des femmes. C'est en général des mélodrames modernes, et je trouve que c'est une idée formidable. Si l'un existe, pourquoi pas l'autre ? Elle remporte d'ailleurs un franc succès. Après le théâtre, on va jeter un œil du côté de la littérature. La littérature japonaise, comme tout ce qui est au Japon, est très moderne. Non, je plaisante, elle s'étend sur une période de 15 siècles d'écrits. Et aussi, la France est le pays qui traduit le plus de romans japonais. Avec les périodes de fermeture du pays, le Japon a pu développer sa propre forme de littérature. Les plus anciens ouvrages sont ceux de poésie dès le IVe siècle, et le premier vrai ouvrage est le Dit du Ganji, attribué à Murasaki Shikibu au Xe siècle. À la même période, on peut citer les contes de la princesse Kaguya, Taketori Monogatari, littéralement conte du coupeur de bambou. C'est un couple qui trouve une petite fille dans du bambou et qui l'élève comme leur propre fille. Il y a d'ailleurs un très beau film, je ne vais pas vous révéler à la fin pour que vous puissiez évidemment aller le voir. Avec l'apparition des samouraïs, il y a des tas de mythes ou de romans qui apparaissent mettant en scène des guerriers. Avec l'ouverture du Japon à l'Occident, de nombreux auteurs apparaissent comme le plus célèbre Natsume Soseki, auteur de Je suis un chat en 1905 et de Botchan en 1906. À la même période, on peut citer Mori Oogai avec des livres comme Vita Sexualis en 1909 qui fut censuré. Les auteurs sont séparés entre ceux écrivant des romans pro-Occident et ceux qui y sont opposés. Naoya Shiga, surnommé le roi de la fiction, avait proposé qu'on définisse le français comme la langue nationale du Japon parce qu'il considérait cette langue comme la plus belle au monde. Il a écrit en 1908 et 1955 Le Samouraï, un recueil qui comporte des contes liés au samouraï, rien d'étonnant car son grand-père en était un. Yasunari Kawabata écrit Pays de neige en 1935, Belles endormies en 1960 et se voit attribuer le prix Nobel de littérature en 68. Yukio Mishima, qui est connu pour avoir écrit Confession d'un masque en 1949 et Le Pavillon d'or en 1956, il a d'ailleurs failli se marier avec Michiko Shoda pour cacher son homosexualité avant qu'elle ne devienne la femme de l'empereur. Et oui, la femme de l'ancien empereur du coup. Il était en faveur d'un Japon très traditionnaliste. Après avoir remis son dernier tome de La mère de la fertilité, écrit entre 1964 et 1970, il finit par se suicider par seppuku, c'est-à-dire qu'il s'éventre avec un sabre. Spécialiste de la biographie, Ryotaro Shiba écrit des livres romancés avec des personnages historiques du Japon et, plus récemment, Oe Kenzaburo a reçu le prix Nobel de littérature en 1994 et un doctorat d'honneur de l'INALCO pour des romans tels que Dites-nous comment survivre à notre folie ou Gibier sauvage. Haruki Murakami a écrit Kafka sur le rivage en 2002 ou La balade de l'impossible, un style un peu particulier pour certains car il est souvent jugé comme un écrivain pauvre. Des romans plus modernes comme des polars voient le jour, comme par exemple La fleur d'illusion de Keigo Higashino. Avant de passer à la poésie, on va écouter une autre chanson de Enka, de Midori Oka. La chanson s'appelle Hato no Mizumi.
littéralement le lac des pigeons, mais c'est une chanson bouleversante sur la perte de l'être aimé un soir d'hiver.身を切るように私の心に冬を連れてくる二人で見た夢は儚い影の丘時の白石つがいの鳥が星影映した水面飛び立つあなたを今もなお諦めきれないわせめて訪ねてきて夢の中恋しくて日本の海Si comme moi vous n'êtes pas trop roman mais plutôt poésie, sachez qu'elle est apparue au Japon très tôt, vers le 8e siècle. On utilise le mot waka pour définir l'entièreté des œuvres poétiques japonaises, parce qu'évidemment il y a plusieurs styles, dont le plus ancien est le tanka. Tanka veut littéralement dire chant court. C'est 31 syllabes réparties sur 5 lignes, 5, 7, 5, 7, 7. J'en ai déjà récité quelques-uns ici. Choisir cette forme n'est pas anodine, parce que le 7 et le 5 sont des chiffres sacrés dans le shintoïsme. Le 5 représente l'harmonie, l'équilibre, et le 7 l'esprit, la connaissance, la recherche. Le tanka exprime alors l'harmonie du poète avec ce qui l'entoure. On peut également les chanter parce qu'avec leur structure, on se rapproche du nombre d'or, ce qui donne une gamme universelle. On retrouve les 5 notes noires et les 7 blanches sur un piano. Le tanka existe toujours aujourd'hui, seuls les sujets abordés ont changé. L'un des maîtres du tanka est Takuboku Ishikawa, né en 1886 et mort de la tuberculose en 1912, à seulement 26 ans. Il a écrit de nombreux ouvrages de poésie et il est nommé pour cela le Rimbaud japonais. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, j'ai dégoté un petit tanka de Takanobu exprès. On peut aussi citer Ono no Komachi, durant la même période, considéré comme l'un des 6 génies de la poésie, est aussi devenu un symbole de beauté. Son nom, Komachi, est devenu un nom commun qui désigne une beauté. Comme quoi, on peut être belle et intelligente. J'ai parlé du haïku maintes fois, et j'en ai donné de multiples exemples dans cette chronique. C'est vraiment la forme poétique la plus connue. C'est aussi la plus simple, avec un rythme de 5-7-5. Mais attention, il ne suffit pas juste d'écrire un texte en 17 syllabes, on doit aussi respecter les règles suivantes.
Le haïku doit contenir un kigo, c'est-à-dire un vocable de saison. Pas à proprement parler le nom d'une saison, mais plus subtilement, la neige évoque l'hiver, certaines fleurs l'été, certains animaux le printemps, certaines couleurs l'automne, etc. Parce que les Japonais adorent ce qui fait référence aux saisons et célébrer l'évanescence des choses. C'est plus une sensation qu'une réelle description d'action. Ça doit rester mystérieux et libre d'interprétation. Donc, à éviter les haïkus du style « Aujourd'hui il fait beau, c'est normal, on est en été ». Je me moque, mais j'ai gagné un concours de haïku, et oui, et j'en ai écrit plein en japonais. Enfin bref, tout ça pour dire, les haïkus sont très en lien avec la langue japonaise et s'y prêtent mieux que n'importe quelle langue. C'est pourquoi je ne conseille pas de les écrire en français ou même en anglais. Le problème du haïku, c'est que cette forme est très courte, si condensée que le sens en devient énigmatique. Et pour traduire et même comprendre les haïkus japonais quand on n'est pas natif du Japon, eh bien bonne chance. Une des raisons pour lesquelles j'adore le haïku, c'est parce que c'est simple. 3 petites lignes ont le pouvoir de vous transporter devant la scène qu'a vue l'auteur lui-même. C'est ça le pouvoir de la poésie. On distingue les 4 maîtres du haïku. Matsuo Basho, 1644-1694, le maître absolu et incontesté de la poésie japonaise. J'en ai lu plein, surtout dans l'épisode sur les saisons, vous devez désormais le connaître par cœur. Kobayashi Issa, 1763-1828, dont les poèmes se distinguent par une certaine forme de satire. Yosa Buson, 1716-1783, qui renouvelle le genre. Et enfin, Masaoka Shiki, qui aurait composé 25 000 haïkus au long de sa vie et qui est considéré comme le père du haïku moderne. On peut aussi citer Saigyo Hoshi, un moine au XIIe siècle qui, lors de ses errances, écrivit de magnifiques poèmes empreints d'une très grande spiritualité, notamment des réflexions sur la mort. Évidemment, à avoir des règles traditionnelles aussi strictes, au XXe siècle, les auteurs commencent à vouloir s'en affranchir, car elles ne permettent pas d'exprimer toutes leurs émotions. De plus en plus d'auteurs comme Hagiwara Sakutaro écrivent des vers libres. Comme le concept de rime n'existe pas dans la poésie japonaise, on est plus axé sur le concept de rythme. La poésie moderne devient alors plus pragmatique et traite de sujets quotidiens plutôt que de simples odes à la nature. Masaoka Shiki écrit « Le mangeur de kaki qui aime les haïkus » et « Notes sur les pivoines ». Il y a aussi Santoka Taneka qui faisait beaucoup de compositions libres. Ayant assisté au suicide de sa mère, il vivra une vie de dépression, mais pourtant ses écrits sont humoristiques. Les haïkus sont aussi devenus des haikai, c'est-à-dire au lieu de faire référence à la nature, on fait référence à des choses frivoles, voire grivoises. Les poètes sont aujourd'hui influencés par la poésie américaine et européenne, surtout Baudelaire, mais la poésie n'est pas le seul art japonais inspiré de l'Occident. La peinture en fait aussi partie. La peinture est désignée dans son ensemble sous le nom de kaiga et réunit un grand nombre de styles. Le plus connu est sans doute l'estampe. Mais tout d'abord, à l'origine, elle découle de la peinture chinoise, ce qui la rend indissociable de l'art de la calligraphie. Car les peintures traditionnelles chinoises s'effectuaient avec un pinceau de calligraphie et de l'encre. On la reconnaît avec ses thèmes, généralement des paysages montrant la mer et les montagnes, ou des animaux, des plantes, le plus souvent des lavis avec des lettres calligraphiées. Les Japonais ont donc commencé à reproduire les peintures arrivant de Chine. On a retrouvé des peintures de toutes époques dans les vestiges du Japon, notamment ornant les lieux sacrés. Mais lorsque les Japonais ont adapté leur propre peinture, ils se sont concentrés sur des scènes de la vie quotidienne, en particulier avec des personnages et beaucoup de détails. Les Japonais voient la peinture comme un art de lettré, contrairement à nous qui la voyons comme un art de la matière, donc pas tellement basé sur l'intellect. On fait par la suite des rouleaux illustrés pour mettre en valeur certaines scènes de récits, des scènes religieuses, des paravents avec des paysages, des peintures sur des portes coulissantes. Au XIIe siècle, Sessu peignait à l'encre sur des rouleaux de soie à la manière des peintres chinois. De style monochrome assez austère, le but est de faire le minimum de détails, il faut que ça reste assez vague dans l'esprit. Au XVIe siècle, la peinture prend une toute autre forme, le contraste est assez frappant. C'est polychrome déjà, on fait des personnages avec un fond le plus souvent doré pour que les personnages s'en détachent bien. On commence à avoir une réelle complexité dans les motifs et avec beaucoup de détails, par exemple des fleurs de prunier avec des oiseaux super réalistes dessus. L'air et d'eau permet de perfectionner encore cet art, toujours avec l'usage des dorures. Dans l'œuvre de Ogata Kōrin, par exemple, on représente aussi des scènes qui sont devenues historiques, comme l'arrivée des bateaux occidentaux et portugais au Japon, et du coup la peinture elle-même subit cette évolution. On commence à avoir des animaux de plus en plus fins et réalistes, on distingue le plumage des oiseaux, les brins d'herbe, et au XVIe siècle, la mode des peintures sur bois arrive. Et oui, vous connaissez, le plus connu des arts japonais est sans doute l'ukiyo-e, qui veut dire dessin du monde flottant, littéralement, mais c'est plus connu sous le nom d'estampe chez nous,
très populaire entre 1600 et 1880. On arrive donc à une période où la peinture et les estampes se confondent un peu. C'est finalement une question de mode. L'estampe est un système de peinture sur des blocs de bois qui sont mis en relief. On met une feuille de papier imbibée d'encre sur le morceau de bois et c'est très fastidieux, mais le résultat est vraiment unique. La plupart des sujets d'estampes sont des geishas, le kabuki, les paysages ou les faits historiques et politiques. Le ukiyo-e a énormément inspiré les artistes occidentaux comme Vincent van Gogh. L'autre particularité de l'ukiyo-e est que les personnages sont dessinés en 2 dimensions avec une absence de perspective, ce qui donne ce style si spécifique avec des visages arrondis, tout comme les mangas aujourd'hui. Le style de dessin d'estampes, dans la forme des visages, dans les plis, dans tous les détails, c'est comme les mangas très codifiés. Le plus connu des artistes est sans doute Hokusai avec ses 36 vues du mont Fuji. La grande vague de Kanagawa est l'une de ses peintures les plus célèbres, même l'une des plus célèbres au monde. Je la vois depuis que je suis toute petite, je m'étais renseignée pour avoir l'air cultivé, mais maintenant que tout le monde le sait, c'est plus drôle du tout. Il a aussi peint Aka Fuji, c'est-à-dire le Fuji rouge. On voit le mont Fuji rouge avec des couleurs très vives. Bon, de toute façon, il y a 36 vues, donc je vais pas toutes les faire. D'ailleurs, si vous regardez avec attention la grande vague, le mont Fuji est au centre, en tout petit. Pour les artistes du ukiyo-e, ça marche par école, donc c'est pour ça qu'ils ont des noms qui se ressemblent. Mon petit préféré, c'est Utagawa Hiroshige, le rival d'Hokusai, qui peint de magnifiques paysages et des scènes du quotidien. Sharaku, qui est connu pour avoir peint des acteurs de kabuki, dont un avec une tête très étrange qui est devenue une estampe super connue, et Kuniyoshi, aussi, qui a fait des scènes de samouraï, de yakuza et une scène avec un squelette géant. D'ailleurs, j'ai vu dans les quartiers de mode de Tokyo des estampes très célèbres reproduites sur des blousons. Le mieux, c'est quand même d'en acheter quand on connaît les références. Tout comme c'est mieux d'acheter un t-shirt quand on sait ce qu'il y a décrit dessus. Les estampes sont donc de très belles œuvres pour le XVIe siècle. Le problème, c'est que quand on compare à nos peintures au XVIe siècle, vous savez à quel point j'aime les estampes, elles sont très jolies, mais ce n'est pas complexe. Je vous rappelle que chez nous, à la même époque, on a la Renaissance avec la Joconde, qui est juste l'œuvre la plus célèbre de tous les temps. Et elle était réalisée depuis 100 ans déjà. Les Japonais, ils faisaient des canards sans relief, sans ombre, sans perspective. Dans les années 1800, dans les exemples de peinture sont souvent représentés des geishas, des samouraïs, toujours avec leur visage long et plat. Et chez nous, à cette époque, on avait Gustave Courbet, des portraits et des paysages extrêmement réalistes. Oui, enfin bon, j'arrête de comparer, c'est 2 choses différentes, mais on arrive donc en 1868 à la restauration Meiji, avec l'influence de l'Occident. Et là, on sent que les peintres japonais sont très inspirés par ces nouvelles techniques venues de l'autre bout du monde. Par exemple, Kuroda Seiki, en 1897, qui peint une femme au bord d'une rivière qui est très réaliste, et on appelle ce style Yoga, en opposition à Waga. Le mot Yo désigne l'Occident, donc Yoga, la peinture de l'Occident. Le gouvernement japonais permet aux étrangers d'avoir des bourses pour étudier au Japon, tant et si bien que l'art occidental devient plus populaire que l'art japonais à partir du XXe siècle. Les Japonais rapportent l'impressionnisme, influencent Pissarro, Cézanne, Renoir, il y a même du fauvisme japonais. Et on arrive à un des peintres les plus connus, c'est-à-dire Fujita. Et oui, on prononce Fujita alors qu'à la base c'était Fujita. Mais l'explication est simple, c'est que Tsugoharu Fujita est un artiste japonais fan de la France. Et quand il est parti vivre en France, personne n'était capable de prononcer Fujita. Tout le monde disait Fujita. Et donc, il a décidé de se renommer Fujita. Tout est de votre faute. Il devient donc un des leaders du surréalisme, mouvement qui prend de l'ampleur au moment de la Seconde Guerre mondiale. On peut remarquer des artistes contemporains comme Takeshi Murakami qui mélange le pop art et le manga. Avant de parler de manga, justement, on a quelques arts traditionnels à aborder encore, mais tout d'abord une pause musicale avec Missia, qui est une chanteuse pop-soul japonaise influencée par des films comme Sister Act. La chanson est de 2019 et elle s'appelle Aitakute Ima. «初めて出会った日のこと覚えてますか」「過ぎゆく日の思い出を忘れずにいて」「あなたが見つめたすべてを
あげた今はそこで私を見守っているの教えて今言いたいあなたに伝えたいことがたくさんあるね会いたい会いたい気づけば面影探して悲しくてどこにいるの抱きしめてよ私はここにいるよずっと運命が変えられなくても伝えたいことがある戻りたいあの日あの時に叶うのなら何もいらない今言いたいあなたにしてほしいこといっぱいあるね会いたい会いたいどうしようもなくて全て夢と願ったこの心はまだ泣いてるあなたを思っているずっとJe vais faire durer un peu le suspense en parlant des autres arts traditionnels qui comprennent par exemple la cérémonie du thé. La cérémonie du thé a plusieurs noms. Cha no yu, littéralement eau chaude de thé, Cha-do et Sa-do, voie du thé. Le thé a été introduit au 9e siècle par un moine venu de Chine. La cérémonie du thé arrive durant la période Heian en lien avec le bouddhisme zen. Une réelle étiquette et là aussi des règles très strictes, ce qui évoque une cérémonie et c'est donc pour ça qu'on l'appelle la cérémonie du thé en Occident. Ce sont les samouraïs les premiers qui commencent à la préparer. Le matcha, du fait que ça vienne de Chine, avait un certain prestige et c'est aujourd'hui devenu un art. Sachant qu'elle peut durer 4 heures, ça va du placement des charbons de bois pour faire chauffer l'eau, de la façon à donner la tasse aux invités en passant par la dilution parfaite de la poudre dans l'eau. Le tout utilise des ustensiles très précis, comme le choix du bol dans lequel on met le thé. Il y a des dizaines de tailles et de formes, de couleurs et de qualités. On peut utiliser dans certaines circonstances exceptionnelles des bols ayant plus de 400 ans. Il y a aussi le fouet, chasen, sculpté dans une seule pièce de bambou. Mais vous pouvez aussi y participer en tant que touriste, de plus en plus de villes font des démonstrations. Le mieux, c'est quand même d'en connaître les manières, les phrases à dire, la bonne manière de tenir la tasse. On n'apprécie pas seulement le goût du thé, mais chaque geste fait durant la cérémonie, ainsi que le choix des ustensiles, même jusqu'au décor de la pièce, qui est en général composé de calligraphie, d'arrangements floraux, d'encens, de céramique. Le tout est censé représenter l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. La cérémonie du thé est également liée à plein d'autres arts japonais comme l'art du kimono, l'art du tatami, l'architecture ou même la maison de thé qui a une décoration simple et rustique, ou encore le chabana, la décoration florale spécifique à la cérémonie du thé. L'art de l'arrangement floral est appelé ikebana.
pas seulement décoratif, il reflète l'esprit de la personne, la sérénité et le zen, puisqu'avant tout, l'ikebana est lié à la religion bouddhiste. C'est donc un art qui existe depuis 6 siècles et toujours avec un fort rapport à la nature. L'ikebana doit être épuré, simple, minutieux et asymétrique, et en harmonie avec l'espace entourant. Il est aujourd'hui pratiqué dans le monde entier, mais maîtriser cet art est plus compliqué qu'il n'y paraît. Les couleurs, les formes, les plantes elles-mêmes ont des significations. Chaque élément est soigneusement disposé de manière à ce qu'on ait l'impression que la plante est toujours vivante, parce qu'après tout, c'est la signification du mot ikebana, fleur maintenue vivante. Comme pour beaucoup d'arts, il y a aussi un nom avec le kanji do, qui veut dire la voix. On utilise le mot kado, la voix des fleurs. Toujours dans la nature, on peut aussi citer l'art du bonsaï. Les bonsaïs, qu'on appelle bonsaï en France avec un Z. Pourquoi la France? Pourquoi? L'art des arbres miniatures, c'est vraiment mignon. Pour obtenir des arbres miniatures, c'est une technique de taille des branches et des racines et aussi par la gestion des apports nutritifs. Le but est d'obtenir un arbre qui ait une forme naturelle mais qui soit aussi très esthétique. À l'origine, ça vient du chinois pensai, qui veut dire planter, prendre soin d'une plante en pot, ce qui a donné bonsaï. À l'époque Heian, il symbolise l'éternité et l'harmonie. On distingue les bonsaïs à une main, les plus petits, 13 cm et en dessous. Ce sont des mini bonsaïs. Les bonsaïs à 2 mains, de 15 à 60 cm, et les bonsaïs à 4 mains, puisqu'il faut 2 personnes pour les porter, ils peuvent aller jusqu'à 1,20 m. Ce qui me plaît tout particulièrement, c'est les différentes formes de bonsaï. Celui avec un tronc droit, comme un arbre classique, le nebari a une forme de pyramide. Le tachiki a un tronc qui fait une sorte de S qui se rapproche du shakan, qui donne l'impression d'être penché par le vent. Un style très particulier, le kengai, c'est le tronc en cascade qui tombe au-dessous du pot. On peut citer aussi le bankan, tronc qui s'enroule sur lui-même. C'est l'image que se font les gens de l'arbre miniature. Il y a des bonsaïs plantés sur la roche, des troncs fendus, les plus vieux bonsaïs du monde à 1500 ans. Ils peuvent bien sûr avoir des fleurs et des fruits qui sont de taille normale, car les bonsaïs ne sont pas issus d'espèces spécifiques. On peut faire un bonsaï à partir de n'importe quel arbre. On utilise souvent les pins japonais, les genévriers, les érables et les cerisiers. Il y a même des associations françaises qui en cultivent. Les bonsaïs sont désormais célèbres partout dans le monde. Tout comme l'origami, que l'on ne cultive pas, mais à la limite, on peut cultiver son talent, j'imagine, puisque l'origami est l'art du pliage du papier. C'est à la fois décoratif et instructif. J'ai pu assister au Japon à une démonstration d'un maître de l'origami, un véritable art qu'on se doit de réaliser sans colle ni découpe. Plus les modèles sont complexes, et plus ils sont faits rapidement, et c'est encore plus impressionnant quand ils sont faits de mémoire. Ça peut aller du petit avion en 3 plis jusqu'à un bœuf de 12 mètres, en passant par des grenouilles qui sautent et des grues. D'ailleurs, la grue c'est le modèle d'origami que tous les enfants apprennent à l'école, puisque selon la légende, quiconque arrive à plier 1000 grues se verra accorder un vœu. Et on l'a vu, la grue est un animal sacré. Un peu moins connu, le kirigami, qui lui, au contraire, est un art qui repose sur le fait de découper du papier pour en faire des modèles plus complexes. On a aussi les kokeshi, c'est un art de fabrication de poupées qui vient du nord du Japon, et ça remonte à il y a 150 ans. Elles sont sculptées dans du bois à la main, elles ont un corps en cylindre et une tête ronde, sont décorées et laquées. C'était au début des jouets pour les petites filles et puis des souvenirs pour les touristes. Leur forme évoque aussi la volonté d'avoir un enfant en bonne santé. Elles ont en fait une origine triste parce que durant les périodes de famine, les mères devaient tuer leurs enfants à la naissance. Pour chaque enfant ainsi tué, on offrait alors des kokeshi pour rappeler le sacrifice que c'est d'être en vie. Il y a des rondes, des petites, des minces, toujours avec cette coupe de cheveux et cette frange distinctive. Et pas seulement des filles, aujourd'hui on a des petites kokeshi samouraï. Aujourd'hui, vous pouvez connaître les kokeshi sous forme de poupées Kimi Doll, vendues dans tous les magasins de décoration. Ce sont des petites poupées trop kawaii avec des kimonos colorés. En parlant de kimono, vous savez quel autre art utilise un kimono? Le sport. Bon, en fait non. C'est encore un abus du français. On appelle kimono l'habit du judoka, par exemple, mais en japonais ça ne se dit pas kimono, ça se dit judogi. Vêtements de judo. Bah oui, c'est logique. Bon, je vais pas vous cacher, je suis extrêmement sportive. Absolument pas. Je ne peux pas tenir ce mensonge, je n'y connais rien en sport, mais je me suis quand même renseignée pour cette émission. Voilà quelques sports japonais mondialement connus, mais comme on me le demande toujours, le judo c'est chinois ou japonais? Et le karaté? Et le kung-fu du coup? Je vais vous parler des sports japonais, car souvent, pas toujours, mais souvent, ils ont le kanji de Do dans leur nom pour désigner l'aspect apprentissage. Par exemple, le Bushido, la voie du guerrier. Et parfois aussi, on rajoute Ka
pour désigner la personne effectuant l'art en question. Karateka, judoka, mangaka. C'est facile le japonais, non? Ce que j'aime beaucoup dans les arts martiaux, ce sont les valeurs qui sont transmises, en particulier les valeurs de respect, d'humilité, d'amitié et de contrôle de soi. Tous les gens que je rencontrais qui avaient un excellent niveau en arts martiaux étaient posés et savaient gérer des situations conflictuelles. L'endroit où on pratique le sport s'appelle un dojo, qui veut simplement dire lieu d'étude de la voie. Commençons par le judo. C'est littéralement la voie de la souplesse. Créé en 1882, c'est aujourd'hui un sport olympique bien sûr. Le but est de projeter ou d'amener l'adversaire au sol et de l'immobiliser. Il y a des techniques de luxation, d'étranglement, ça peut quand même être dangereux. Les coups de pied ou de poing sont acceptés lorsqu'ils respectent les katas. La légende de la création de ce sport raconte que ça viendrait de l'observation des branches de cerisier qui cassent lors d'importantes chutes de neige, alors que le roseau, lui, souple, se plie pour se débarrasser de l'agresseur avec souplesse. Et comme vous devez le savoir, sur le judo-gi, qui peut être blanc ou bleu foncé, on porte une ceinture qui distingue notre grade, qui évolue en fonction de la pratique, de notre efficacité au combat, des qualités morales. Le grade des ceintures a été inventé en Angleterre et est arrivé en France par la suite. Dans l'ordre, on a la ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleue, marron. Pour les Q, c'est-à-dire les grades inférieurs. Et après, on a les Dan, donc de 1 à 5, ceinture noire, 6 à 8, rouge, et blanche de 9 à 10. Sachant que si on commence le judo à l'âge le plus tôt possible, c'est-à-dire à 4 ans, on peut être ceinture noire à 15 ans, mais pour être 10e dan, c'est 73 ans. Donc méfiez-vous de quelqu'un qui a 30 ans et qui vous dit qu'il est ceinture rouge. Il y a des termes spécifiques, par exemple pour commencer, on dit hajime, ça veut dire commencer, en japonais. Aussi à la fin du combat, ils disent soremade, hikiwake, c'est égalité. Comme tout ce qui fait partie de l'art japonais, c'est ritualisé, il ne faut pas oublier le salut au dojo aussi, saluer l'adversaire, tout ça. Certains de ces rituels ressemblent à ceux du karate-do. Oui, ça veut dire voie de la main vide, et ça vient d'Okinawa avant que l'île ne soit japonaise. La dénomination karate-do date seulement de 1935, alors que l'art date du 15e siècle environ. Mais c'est considéré comme un sport japonais. C'est aussi un sport olympique, le but est de se défendre, uke, et de répondre à l'attaque, atemi. On peut utiliser les doigts, les mains ouvertes ou fermées, les pieds, les genoux, tout. Là aussi, il y a des katas à apprendre qui servent à former le corps aux automatismes de combat comme une sorte de danse. Le kihon, les techniques de base, et le kumite, le combat lui-même. Les ceintures varient selon le style de karaté pratiqué, mais ça va de blanc à noir comme pour le judo, et à la différence du judo, on peut aussi avoir des protections. Petite pause dans le sport avec une musique de film. Le film s'appelle Le Royaume des chats, Neko no Ongaeshi. La chanson s'appelle Kaze ni Naru et est interprétée par Tsuji Ayano. 忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌青空に隠れている手を伸ばしてもう一度忘れないですぐそばに僕がいるいつの日も星空を眺めている一人きりの夜明けもたった一つの心悲しみにくれないで君のため息なんて春風に変えてやる日の渡る坂道を自転車で駆け上る君となくした
君と誓った約束乗せてゆくよラララララ口ずさむ唇は染めてゆく君と出会えた幸せ祈るように君と出会えた幸せ祈るようにEnsuite, on a l'aïkido, qui lui n'est pas un sport olympique. Créé vers 1925, là on est sur des techniques à main nue qui se mélangent à des techniques avec armes. Le but étant de réduire la tentative de l'agression de l'adversaire à néant. Il est encore plus spirituel que les autres arts martiaux car basé sur la religion shintoïste et ayant comme but d'améliorer l'homme d'un point de vue physique et mental avec des notions de paix intérieure et de tolérance. D'ailleurs, le nom veut dire « voie de la concordance des énergies ». La pratique ne se fait pas en kimono comme les autres, mais avec un hakama, un haut de kimono et une sorte de pantalon très large. Je trouve les démonstrations super intéressantes et impressionnantes, comme quoi la force ne se fait pas dans la force musculaire, les japonais arrivent très bien à faire voler n'importe qui, la maîtrise est totale. Si j'avais pu choisir un art martial à l'école, j'aurais très certainement fait du kendo, comme beaucoup de petits japonais. Kendo, la voie du sabre, est le digne héritier des samouraïs, avec un fort aspect spirituel, bien évidemment, mais avec toutes les techniques de combat au sabre à connaître. Le kenjutsu était l'art du sabre que pratiquaient les guerriers, et ça a évolué aujourd'hui en kendo, qui est aussi très compétitif et se pratique entièrement protégé, y compris le visage, un peu à la manière de nos escrimeurs. Même si les jeunes japonais ne se battent pas avec un sabre, mais avec des sabres d'entraînement en bambou appelés bokken, les assauts sont réels. L'avantage, c'est que le kendo est pratiqué autant par les hommes que par les femmes et les compétitions peuvent être mixtes. Dans les arts martiaux hérités du bushi, on a aussi le tir à l'arc, kyudo, la voie de l'arc, avant jujitsu, quand c'était l'art des guerriers. Tout ce qui finit par jitsu vient de l'époque des bushi, ou des samouraïs si vous préférez. Encore là, des vertus de beauté, de vérité, de sincérité et de courtoisie avec toute une étiquette à respecter. J'ai juste testé de lancer des flèches avec un vrai arc, pas les arcs qu'on a pour les petits en France, non, un arc japonais qui fait plus de 2 mètres. Et il n'y a pas un seul repère pour placer la flèche, c'est vraiment complètement impossible. Avec judo, karaté-do, aikido, kendo, kyudo et bushido, dans la collection du do, il y a aussi iaido, art basé sur le fait de dégainer un sabre et de frapper dans un seul geste. Le jodo, qui est aussi basé sur l'art de manier un bâton. Et le petit dernier, le plus important, si j'ose dire, le sumo. Sumo veut dire se frapper. Sumo veut dire se frapper, littéralement. La caractéristique principale, c'est le gabarit des lutteurs. Ils sont gros, mais c'est pas une critique. Ils sont divinement gros. Oui, parce qu'ils sont considérés comme des divinités au Japon. Et une fois, vers Asakusa, le quartier des lutteurs de sumo, j'ai vu un sumo avec un kimono et avec des gardes du corps. Et oui, ils en imposent. Le but est de ne pas sortir du cercle ou de ne pas toucher le sol avec autre chose que ses pieds. Il n'y a pas de catégorie de poids. Le plus adapté à cette discipline reste de faire 150 kg. L'autre aspect unique, ce sont les rites religieux, comme le fait de lancer du sel pour purifier le terrain, ou le fait de taper le sol avec ses pieds pour chasser les esprits. Des sortes de danses pour les dieux. Le sumo est mentionné dans le Kojiki, donc ça existe au moins depuis le 8e siècle. Les lutteurs sont appelés Rikishi, homme fort, ou Osumo-san, monsieur sumo. Encore une fois, d'où ça sort ce mot sumotori? On l'utilise en France, mais on le dit pas du tout au Japon. Il porte aussi un mawashi, une sorte de tissu qui cache juste l'arrêt des fesses et l'entrejambe. Ils ont un chignon, car ils laissent pousser leurs cheveux toute leur vie, qu'ils coupent lors d'une cérémonie de départ à la retraite. Les repas sont très stricts, ils doivent consommer 5000 calories par jour. Ils doivent ingurgiter du chankonabe, une sorte de pot-au-feu géant avec tout dedans, notamment du poulet, puisque le lutteur doit se tenir droit comme un poulet. Donc ça porte bonheur. Malgré ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le sport national du Japon, qui est le baseball. On va plutôt dire que c'est le sport traditionnel par excellence. Ah oui, pour ceux qui se demandent encore après tout ça, le kung-fu, c'est chinois. On pourrait citer de nombreux autres arts dont les Japonais ont le secret, comme par exemple la céramique japonaise, shiki, les poteries laquées, leur beauté et leur durabilité, où on trouve la beauté dans l'irrégularité et l'imperfection.
Il y a aussi maki-e, l'art du laquage, certaines boîtes à thé par exemple sont laquées, mais aussi l'art des éventails, des paravents, des casques de samouraï, l'art de la forge des épées de samouraï, l'art des jardins japonais ou même l'art de faire des dessins dans des rizières en utilisant différentes variétés de riz pour booster l'attrait touristique de certaines régions. Et bien sûr l'architecture japonaise qui est si différente. Certains qualifient Tokyo de ville chaotique puisque le principe c'est de construire là où on a besoin de construire sans chercher l'harmonie au niveau de l'architecture. Et les maisons sont elles aussi fabriquées comme ça. Quand on a envie ou besoin de faire un agrandissement, on le fait. Ce qui donne des maisons sans homogénéité visuelle. Bon, j'ai une autre passion dans la vie, c'est le cinéma. Alors couplé au Japon, ça donne le cinéma japonais. J'aurais jamais fini d'être ravi par celui-ci. Alors, il y a pour moi 2 catégories de cinéma. Souvent, quand on connaît le cinéma japonais, c'est par les films d'animation. Le plus souvent, on y emmène nos enfants. Ce qui est une erreur. Le cinéma d'animation japonais n'est pas pour enfants. C'est un message d'utilité publique. Un enfant peut visualiser un film japonais sans problème, c'est juste qu'il ne comprendra pas. Je vais vraiment pas faire ma puriste, mais lorsqu'on montre un Disney à un enfant, c'est facile de comprendre. C'est manichéen, t'as toujours les méchants faciles à identifier parce qu'ils sont moches et les gentils qui sont beaux. La princesse, elle est gentille, blablabla. Les films d'animation japonais sont pensés par des adultes pour des adultes. Ils ont souvent des morales complexes et subtiles. Le tout porté par une animation poétique et des dialogues pleins de sens. Bon, vous voyez mon opinion, je suis peut-être pas objective, certes, mais laissez une chance au cinéma d'animation japonais s'il vous plaît. Et la deuxième catégorie, c'est l'autre cinéma qui est tourné en vrai, avec des vrais gens. Le cinéma japonais est l'une des plus vieilles industries cinématographiques au monde, avec plus de 100 ans d'existence, plus de 400 films par an sont produits au Japon. Beaucoup de films sont d'ailleurs considérés comme parmi les meilleurs films ayant été réalisés et arrivent au niveau de Hitchcock ou Orson Welles. On va commencer avec des films d'animation. Il en sort plusieurs par an, arrivant quasi tous en France. Vous allez dans les cinémas art et essai pour vous faire une idée. On peut citer Mon voisin Totoro, sorti en 1999, où 2 enfants rencontrent une sorte de tanuki magique qui devient leur ami. Oh mon dieu, ce film a 20 ans. Princesse Mononoke, sorti en 2000, une véritable ode à la nature où une femme tente de sauver la forêt. Le voyage de Chihiro en 2002, fille capricieuse punie par les esprits, voit ses parents devenir des cochons. Ce sont tous des films réalisés par ce génie incontestable qu'est Hayao Miyazaki, mais il n'est pas le seul à avoir réalisé des merveilles. Le studio Ghibli n'est d'ailleurs pas le seul non plus à réaliser des films. On peut citer Isao Takahata qui a réalisé Le tombeau des lucioles, bouleversant film sur 2 enfants qui fuient la guerre, c'est le film de référence pour pleurer. On peut citer Mamoru Hosoda pour Summer Wars, La traversée du temps, Les enfants loups Ame et Yuki, bref des films magnifiques. En 2016, le petit bijou Kimi no Nawa, dont je vous ai déjà fait écouter une musique, ce film est splendide, une vraie merveille, tant visuelle que scénaristique. Je vous recommande aussi June, La voix du cœur, par Tatsuyuki Nagai. Ça parle d'une enfant qui pense être responsable du divorce de ses parents et qui se réfugie dans le mutisme. C'est un des films les plus bouleversants que j'ai vu de ma vie. Qui dit encore que les films d'animation sont pour les enfants ? Du coup, je vais vous faire écouter une musique extraite justement d'un film d'animation, le film Le voyage de Chihiro, Sento Chihiro no Kamikakushi, ma musique préférée de mon film préféré, Itsumo Nando Demo, toujours, peu importe combien de fois, par Kimura Yumi.
En ce qui concerne les films hors animation, il y a plusieurs genres populaires dans le cinéma japonais. Je vais commencer par les films de samouraï. Le plus connu d'entre tous, Shichinin no Samurai, les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa en 1954. Ce film est un chef-d'œuvre. Excusez-moi, mais trouvez un autre terme, il a inspiré Les 7 mercenaires, un western de 1960, et tous les films où il y a 7 personnages qui essayent de se réunir pour mener à bien un projet commun. George Lucas s'en est même inspiré pour Star Wars. Il y a eu des dizaines d'adaptations, tellement la façon de filmer les scènes de combat était magistrale pour l'époque. On peut citer aussi Harakiri, Rashomon ou L'intendant Sancho de Kenji Mizoguchi. Les Japonais sont aussi incroyables dans le cinéma d'horreur, comme avec le cultissime Ring chez nous, de Hideo Nakata. Bon, vous n'êtes pas censé ignorer le concept, mais je le raconte quand même. C'est une cassette que quand on la regarde, une gosse sort de l'écran et vient vous tuer. Comme c'est assez ancien, c'est pas très graphique, la tension dans ce film est extraordinaire. Ne regardez pas le remake américain, juste Ringu. Bien sûr, il y a aussi Battle Royale de Fukasaku Kinji, le film culte de Tarantino lui-même, qui a créé trop de choses. Le concept, c'est que les enfants sont emmenés sur une île et doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. C'est un reflet de la société japonaise de l'époque où les jeunes devenaient de plus en plus violents. Takeshi Kitano est le maître du cinéma un peu humoristique avec des films comme L'été de Kikujo et Hanabi. On le connaît aussi pour les films de Yakuza comme Gozu de Takeshi Miike. On a aussi Tampopo de Juzo Itami. Les films érotiques sont appelés Pinku Eiga, donc film rose. L'appellation me fait rire. On a aussi des films de monstres comme Godzilla qui sont appelés Kaiju. Et on a des films aussi plus tranches de vie, c'est-à-dire culturellement ancrés dans le quotidien des Japonais. Shohei Imamura, l'anguille, unagi en japonais, primé au festival de Cannes, Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa, l'incroyable Hirokazu Koreeda qui fait des drames familiaux si réels comme dans The Third Murderer, Tel père, tel fils. On a encore Ozu qui fait des films classiques qui montrent avec émotion la vraie vie des vrais gens comme Voyage à Tokyo, Le goût du saké ou encore Ohio. Naomi Kawase qui est juste une écrivaine et réalisatrice magnifique, elle a fait Les délices de Tokyo, Still the Water, tout ce qu'elle fait est empreint d'une telle sensibilité. Un autre film qui m'a marqué c'est Departures de Yojiro Takita, dans lequel un homme croit répondre à une annonce pour trouver un emploi dans une agence de voyage car c'est écrit « aide au départ », mais en fait il se retrouve à être croque-mort dans un pays où tout ce qui a attrait à la mort est impur. Oui, ce sont tous des chefs-d'œuvre, donc si vous ne les avez pas vus, allez-y, ils sont poétiques, grandioses, spirituels et juste beaux. Pour avoir une idée du box-office, les films ayant fait le plus d'entrées au Japon, c'est Le Voyage de Chihiro, justement, d'où est extraite ma dernière musique, La Reine des Neiges, ce Disney qui a super bien marché au Japon. Je me souviens, il nous saoulait avec cette musique dans tous les lieux publics. Ensuite, il y a le film japonais Tokyo Olympiade, Your Name, film d'animation, Titanic, évidemment, Harry Potter à l'école des sorciers, Surprise, et Le Château ambulant, un autre Miyazaki, Princesse Mononoke, et Harry Potter et la Chambre des Secrets, et enfin Le Dernier Samouraï, qui est donc un film américain, pas terrible, j'y reviendrai. Le seul petit problème du cinéma japonais, c'est qu'il faut parfois avoir quelques notions de culture japonaise pour être réellement atteint par la beauté de ces films. Mais je pense qu'avec quelqu'un qui vous récite depuis 9 épisodes tout un tas de choses sur le Japon, vous avez peut-être appris des choses qui vous donneront les clés de cette compréhension. Des films japonais nous atteignent en France tous les mois, alors n'hésitez plus, que ce soit un film d'animation ou non. Je me souviens quand je suis allé voir Les Délices de Tokyo au Méliès à Grenoble, il y avait que des adultes, moyenne d'âge 50 ans, et je me souviens qu'ils arrêtaient pas de me sourire. C'était un excellent moment, surtout quand on regarde un film en version originale, sous-titrée. L'art japonais est extraordinairement varié quand on pense aux arts martiaux, à la sculpture, aux peintures, aux écrits, et même aux arts modernes. On peut donc citer plein d'autres arts mélangeant les arts traditionnels et contemporains, comme par exemple le kokedama dans les années 70 qui mélange le bonsai et l'ikebana. Il s'agit donc de faire des arrangements de petits arbres. Le pouvoir de l'art japonais est tout simplement infini. Je finis avec un poème, comme promis, de Ishikawa Takuboku. Natsukashiki fuyu no asakana, yu o nomeba, yuge ga yawaraka ni kao ni kakareri. Natsukashi, c'est une expression pour désigner la nostalgie. Fuyu no hasa, les matins d'hiver. Yu, c'est l'eau chaude. Nomu, c'est boire. Nomeba, c'est quand je bois. Yuge, c'est la buée que provoque une boisson chaude quand on la boit. Yawaraka, c'est tendre, souple. Kao, c'est le visage. Kakareri, c'est un peu comme être recouvert. On pourrait traduire par « Combien me sont chers les matins d'hiver, doux sur mon visage, la vapeur chaude de la tasse d'eau ». Parce que quand j'écris cette chronique, nous sommes en plein été, mais pour vous qui l'écoutez, on est probablement en hiver, donc vous devez connaître ce sentiment. Natsukashiki fuyu no asakana, yu o nomeba, yuge ga
yawaraka ni kao ni kakareri. Merci Cliff pour la technique et à bientôt sur Radio Dragon. Merci Roxane. Vous êtes sur Radio Dragon. À la semaine prochaine.